Bienvenue au Bénin. Bonjour et bienvenue au Bénin. Je vous propose un voyage en francophonie dans un pays d'Afrique pas tout à fait comme les autres. Venir au Bénin, c'est vivre une expérience de voyage inédite. D'abord, parce que vous allez entrer dans une histoire ancienne, riche et parfois douloureuse du continent africain, parce qu'aussi vous allez découvrir des traditions et des rites ancestraux étonnants, et enfin vous allez côtoyer une vie intellectuelle et artistique effervescente. En effet, on appelle le Bénin le quartier latin de l'Afrique, où le français est langue officielle, mais il cohabite avec une quarantaine de langues comme le fon, le mina, le dendi ou encore le bariba. Alors pour vous donner envie de découvrir ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui a fait du tourisme l'une de ses priorités, je vais rencontrer des Béninoises et des Béninois comme Pacheco. C'est un jeune humoriste. Il m'a proposé de découvrir la capitale économique du pays, Cotonou, et pour cela, il m'a donné rendez-vous près d'une Amazone à quelques kilomètres d'ici. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie au Bénin. Plus jamais go de Agla. Devant dans ma car. Tout le temps je suis dans le bruit. Zéro économie. Pas soldat, il a mis ça. Et j'y vais à Hor. Coller ça c'est lit. Nous sommes, mes très chers collègues et moi, concomitamment, les cadors et les ténors, n'est-ce pas? Pacheco fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes béninois qui ambiancent les salles de spectacle, mais aussi les réseaux sociaux. Avec ses sketchs subtils qui jouent sur la langue française dans un contexte de la vie de tous les jours, il connaît un succès croissant en Afrique francophone et bien sûr au Bénin, où ses fans aiment à le rencontrer. C'est donc une star montante du rire que je vais rencontrer sur la place la plus emblématique de Cotonou. Salut Pacheco. Salut Ivan, bonne arrivée à Cotonou. Merci, je suis très heureux de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Et dis donc, tu m'accueilles devant une femme particulièrement impressionnante. Balèze. Elle est balèze, ouais. Qui surplombe l'espace. Parce que l'histoire, c'est que cette Amazone-là a participé en fait à la guerre du Dahomey. Le roi Guézo, pour combattre les envahisseurs à l'époque, a mis sur pied une armée de femmes guerrières. Et ça, c'est la représentation de l'une de ces femmes-là qui nous a défendu, qui a défendu la cause du Dahomey. Et donc, la femme qui n'a peur de rien, qui s'est battue pour notre liberté. Et nous, on se reconnaît dans ça. En fait, elle a été construite il y a très peu de temps, parce que c'était en 2022. Et elle représente vraiment la femme béninoise. La femme béninoise, cette femme battante, cette femme guerrière, cette femme qui n'a absolument peur de rien. Pacheco, tu fais découvrir Cotonou? Ouais, mais est-ce que tu aimes les aventures atypiques? Ah, j'adore, oui. Moi, j'aimerais te faire découvrir Cotonou avec une moto. Avec ta moto? Ah bah on y va. Super, ça c'est une bonne idée. Ok. Cotonou sans moto, c'est pas vraiment Cotonou. Non. Ah, allez, c'est parti. Elle est vraiment immense cette fresque, Pacheco. Ouais, c'est le mur des graffitis, le mur le plus long du monde. C'est un projet porté par des jeunes du Bénin et qui sont venus aussi d'horizons divers. Voilà, ils appellent ça effet graphe. Et ça raconte un peu l'histoire du Bénin? Ouais, beaucoup plus, mais pas que, parce que c'est des artistes venus de divers horizons, donc ça raconte l'histoire du Bénin, de l'Afrique, du monde, voilà. Oui, parce qu'en fait, Cotonou, elle est aussi réputée parce que c'est une ville d'artistes, en fait. Ouais, mais clairement, et ça se voit. Déjà, il y a moi, toute humilité mise de côté. Ben ouais. Après, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'artistes, artistes plasticiens, artistes chanteurs, artistes musiciens et tout. Et d'ailleurs, ici, à Cotonou se positionne aujourd'hui en Afrique comme la plaque tournante de la culture afro-urbaine et de tout ce qui tourne autour, quoi. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le quartier de latin de l'Afrique. Ouais, voilà. Ouais, c'est une ville qui bouge. Merci, la formule est bien trouvée. Ça bouge. Ça bouge. Ouais, clairement.
Alors, Ivan, je voulais qu'on fasse une pause ici pour te présenter ceci. Tu vois là, c'est toujours le mur qui continue. Et là, tu vois qu'il y a une image qui représente un peu l'unité des religions. Tu vois, parce que le dialogue religieux, c'est vraiment un atout dont dispose notre pays qui fait notre union, notre unité. Donc tout le monde contribue. Donc là, tu vois, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, là, il y a un dignitaire des religions endogènes et tout. Donc voilà, tous, ils sont ensemble, main dans la main, il y a les mains posées les uns sur les autres. Voilà. Là, tu vois en haut le drapeau du Bénin avec dedans 2 mains qui sont associées pour dire que oui, c'est vraiment une union, une unité et tout le monde contribue au développement du pays en quelque sorte. Et puis on en a besoin en ce moment. Dans tous les pays du monde. Ouais, c'est vrai. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. C'est un super beau message surtout. Merci. Allez, on continue? On continue, ouais. Allez, c'est un plaisir. Bah, tu vois, là c'est moi. Ah, sur la pub, ça marche bien l'humour en français. Hein. Ça va. Ça va. Ça débrouille bien. On débrouille bien. Il est gigantesque ce rond-point. Ouais, c'est la place de l'Étoile Rouge. C'est un peu au centre de ma ville, je veux dire, parce que juste à côté, tu as le marché d'Antokwa, l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Devant, tu as la zone administrative, en même temps le marché de Missebor. Donc vraiment, c'est un peu au centre, quoi. C'est immense. C'est un symbole, c'est là depuis, je crois, 1975, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, tu vois, depuis qu'on se balade avec toi en moto à travers la ville, tu sais, je suis venu il y a 10 ans, j'ai l'impression de ne pas reconnaître du tout Cotonou. Ah, Cotonou, c'est une ville en plein essor. Et là, tu n'as encore rien vu. Tu veux que je te montre? Ah ben oui. Tu m'emmènes où? Sur la route des pêches. La route des pêches? Ouais. Tu dis que je vais pas reconnaître? Pas du tout. Bon, bah on y va alors. On y va. Avant de parcourir la route des pêches, direction un quartier de Cotonou pour découvrir un jeu au succès étonnant au Bénin et dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Scrabble francophone. Alors vous devez associer les syllabes d'en haut aux syllabes d'en bas pour former des mots qui existent. Ses membres, tous passionnés de mots, de conjugaison, d'orthographe, mais aussi de mathématiques, se rendent régulièrement dans les écoles pour attirer les jeunes vers ce jeu qui allie mémoire, réflexion et concentration. Carnot est l'animateur du club des Grizzlies. Il ne voit que des avantages au Scrabble pour les jeunes béninois. Ils découvrent beaucoup de mots, ils apprennent à mieux utiliser la langue française en conjuguant plus correctement. Déjà, c'est un plus pour leur formation. Et par rapport aussi au calcul et à la stratégie, ils développent beaucoup plus la concentration surtout qu'ils pourront utiliser dans leur quotidien. Élisée fréquente assidûment le club avec ses camarades de classe. Il écrit dans son cahier des mots de la langue française et de tous ses dérivés qu'il apprend par cœur. Jouer est pour lui un véritable plaisir. Ça m'apporte de la concentration, ça m'apporte aussi de nouveaux mots parce que j'en ai connu beaucoup. Avec le Scrabble, je suis meilleur en français. L'engouement pour le Scrabble francophone a décollé au Bénin avec le premier titre de champion du monde en 2014. Si parfois l'image du jeu paraît un peu surannée en Occident, il connaît une vitalité exceptionnelle auprès des jeunes dans le pays et en Afrique, comme le confirme Hervé, le président de la Fédération béninoise de Scrabble et champion du Bénin. Nous avons 2 champions du monde au Bénin, Julien Afat en 2014 et Adjoui François Xavier en 2023. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Et c'est pour ça que nous avons très tôt eu l'idée d'aller vers les jeunes, parce que pour plus de 50% des pratiquants actuels, nous avons découvert le Scrabble un peu tard, c'est-à-dire vers la fin de l'université ou dans la vie active. Alors on s'est dit, en prenant les enfants, en prenant les joueurs un peu plus jeunes, ils ont le temps d'acquérir plus de techniques, d'avoir plus d'expérience et donc d'être plus compétitifs quand ils vont grandir. Et être champion du Bénin, c'est bien sûr une fierté parce qu'après 30 ans de pratique, il faut quand même avoir des lauriers à présenter aux jeunes qui sont derrière pour leur montrer que quand on persévère,
quand on ne lâche pas, quand on aboutit à des résultats intéressants. Destination francophonie est au Bénin. Ouais. Avec Pacheco, je redécouvre Cotonou comme cette route des pêches totalement reconstruite qui borde cette longue plage débarrassée aujourd'hui de toute pollution plastique. C'est ici que nous prenons un moment pour échanger ensemble devant la mer. Les Béninois, ils ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision aussi. Hein. Oui, les Béninois ont beaucoup d'autodérision. Surtout quand ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils ont de l'autodérision. Mais il faut manger alors. Ouais, c'est très important. C'est très important. Pacheco, tu fais aussi de l'humour en français. Pourquoi c'est important de faire rire dans cette langue? Oui, moi je fais de l'humour uniquement en langue française. Parce que je trouve que le français, pour moi, est une grande source d'opportunité. Parce que moi, j'ai envie, en fait, que mon art puisse déjà s'exporter dans cet environnement-là que constitue déjà l'Afrique de l'Ouest. Donc pour moi, le français, c'est la langue de choix. C'est pour ça que j'ai choisi une langue, en fait, qui me permet de me faire entendre au-delà de nos frontières. Donc c'est un choix marketing, si on veut, on peut le dire comme ça, mais je pense que c'est un choix pertinent. Et puis tu aimes jouer avec la langue. D'ailleurs, il paraît que tu as un surnom. Ouais, monsieur Gros Français. Monsieur Gros Français. Ouais, parce que moi, le français m'a permis de savoir que un olibriste, c'est un prétentieux, un obtus, c'est un con. C'est parti du fait que je me dis, on fait rire les gens, mais en plus de ça, en fait, on peut encore les aider à améliorer leur niveau dans la langue française. Ouais. Parce que je trouve que c'est une langue très très belle. Donc je me dis, les gens n'ont pas le temps en fait d'aller découvrir cette langue-là, de chercher, d'aller creuser, de lire. Je prends sur moi la mission en fait d'aider ces gens-là. Donc pour faire les contenus drôles sur les réseaux sociaux, je vais chercher des mots qu'ils connaissent ou pas. Et là, je les insère dans mes vidéos, j'explique en fait le sens. Et ça m'a permis en fait d'avoir une communauté assez riche. Et les gens, ils adorent la chose en fait. Et pour moi, je pense que c'est une façon d'être utile à ma société. Alors justement, si tu avais un mot de la langue française pour définir ton pays? Beau. Je dirais beau, parce que je pense que le Bénin a beaucoup de choses à présenter au monde. Il est beau par ses talents, il est beau par son génie, il est beau par ses intellectuels, il est beau par sa culture. Bah, écoute, merci de m'avoir fait découvrir Cotonou. Et demain, ouais, je vais dans ta ville natale de Gambier. À Gambier. Et ça, c'est plutôt très beau. La Venise africaine. La Venise d'Africaine. Oui. J'y vais demain. Et en attendant, si on profitait de la mer. On profite. On profite. Super. Jerusalem, Ikayalami, Kilondolose, Uhambenami, Zungangishilana, Daoyami, Aikodana, Mbuzoami. Alors il est 8h du matin, je ne suis pas encore à Gambier, je suis à 1h de Cotonou. Je vais retrouver Théophile qui va me faire découvrir sa cité lacustre, celle qu'on appelle la Venise de l'Afrique. Il est né là-bas et c'est lui qui va me faire découvrir cet endroit incontournable du Bénin. Salut Théophile. Ouais, bonjour Ivan, comment ça va? Je t'ai reconnu? Oui, vraiment ça fait plaisir. Ouais, bon, tu m'avais promis de venir, je vais te faire visiter Gambier. Et on est petit matin, oui. Je vois que les pirogues arrivent. Bon oui, c'est comme ça, c'est la vie quotidienne des gens de Gambier. Chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça, elles font pour se rendre chaque fois au marché. De l'autre côté, là où vous voyez que des femmes là, c'est le marché de poissons. Et c'est des poissons qu'on vend là. Donc tous les habitants de Gambier viennent ici vendre les poissons? Les femmes, il n'y a pas la possibilité que les hommes se présentent là pour vendre le poisson. Où tout est responsabilisé. Et ce sont les femmes qui vendent le poisson? Et c'est les hommes qui font la pêche. D'accord. Oui, donc c'est un peu ça. Tel que vous les voyez, c'est que des femmes qui ont dans les petites pirogues. Elles se rendent au marché. Et à partir de cet instant, les poissons coûtent très cher. Les premiers poissons les plus frais, c'est les plus chers. Oui, ça coûte très cher parce que les gens aiment les poissons qui sont toujours frais, qui sautent. Vous voyez comment il y a tellement de personnes ici, non? Donc c'est comme ça. On y va alors? Il y avait plaisir, mon bateau elle est là. On y va forcément en bateau? Donc oui, forcément pour se rendre à Gambier, il faut nécessairement avoir de bateau. Bon, alors c'est parti pour la Venise de l'Afrique? Oui, avec toi? Avec plaisir. On y va. Okay.
Donc ça y est, on arrive chez toi, voilà. Théophile. Donc, comme je te disais, Ganvié, c'est un village sur l'eau et presque toutes les maisons à Ganvié sont conçues sur les pilotis. Théophile, ici, il y a tout. Il y a des marchés, il y a des épiceries, il y a tout est là. Vous pouvez vivre, on peut vivre sur l'eau. D'abord, Ganvié, c'est un grand village qui abrite pas mal de personnes, environ 40 000 habitants. Il y a tout, il y a l'école, il y a centre de santé, il y a terrain de foot, il y a cimetière. Nous, on n'a pas une terre cultivable. On ne produit que de poissons. Et lorsque nos mamans finissent de vendre au marché, elles payent des tomates et des oignons sur la terre. Comme on l'a vu là-bas, elles nous amènent. Donc on a tout à la maison. Donc les poissons même là, vous pouvez rester sur votre terrasse. La nature nous a tout donné. Et ça fait 3 siècles que ça dure. 3 siècles, depuis 1717, on est là. Donc si ce n'était pas bien, si ce n'était pas bon, j'imaginais que les gens allaient quitter. Et si on allait à l'école voir des enfants, oui. Tu m'emmènes? Oui, je t'emmène. Je veux tout te montrer. Et là, ça, tu vas vivre comme si tu es de Ganvié. Un vrai Ganviote. Oui, un Ganvié-nous. Ganvié-nous. Un Ganvié-nous. Oui, un Ganvié-nous. Ah, déjà, tu vois, je suis arrivé, je me sens un petit peu Ganvié-nous. Oui. Voilà, nous sommes Et ça y est, on est arrivé à l'école. Ici, là où j'ai fait mon cours primaire. Ah, toi, c'était ton école? C'est mon école, c'est ici que j'ai fait mon cours primaire. Donc c'est un peu ça. Ouais, j'entends les enfants. On peut voir une classe? Oui, on va voir Madame Mérine. Madame Mérine. Oui. Bon, on y va. Millimètres. 817. Seulement la réponse les ardoises. Ceux qui n'ont pas trouvé se lèvent et corrigent. Nous sommes d'accord? Oui. 6 hectomètres, 3 décimètres. Qui ira au tableau? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Pardon de déranger le cours. Il n'y a pas de problème. C'est pas de problème. Bonjour les enfants. Bon, c'est un cours de quoi? De mathématiques. C'est sérieux ça, hein? Oui, c'est ça. Et vous faites des mathématiques en français? Tout est en français ici? Oui, donc français, c'est la langue utilisée dans notre école, bon, au Bénin. Donc, c'est pourquoi nous faisons presque tous les cours en français. Et toi, tu habites à Ganvié? Non, je n'habite pas à Ganvié. Ah, donc tu viens spécialement? Oui, je viens spécialement pour les cours chaque jour. Nous avons une bac pour la ligne Calabi, Ganvié, et une autre bac pour la ligne Soava, Ganvié. J'imagine, Mérine, que ça doit être quand même un petit peu spécial de venir dans cette cité lacustre. Oui, qu'est-ce que tu ressens quand tu viens ici? Bon, c'est une forme de tourisme pour nous aussi. D'accord. Oui, on vient, on se balade, on est ensemble. Le soir, on rentre ensemble. C'est une histoire de famille, de convivialité. Une petite histoire de famille. Voilà, une histoire de famille. Bien, merci beaucoup, vous êtes super. Hein. Bravo les enfants, bravo. Ah bon pour vous. Merci Mérine. Théophile, pourquoi Ganvié est installé ici au milieu de cet immense lac? En fait, les gens de Ganvié à la base ne sont pas originaires de Ganvié. Ils ont migré d'une partie du Bénin. Bon, il faut dire le Togo et le Bénin, c'était des pays ensemble. Ils sont menacés d'être vendus comme des esclaves. Ce qui a fait que nous, on a quitté la terre pour venir se cacher sur l'eau. Mais pourquoi ici, sur l'eau? On a fait des consultations pour pouvoir trouver cet endroit. Et c'est les, bon, vous savez, c'est les esprits qui nous ont orientés vers ici, vers la forêt. C'est la forêt que vous voyez. Et c'est vraiment sacré. Lorsqu'on est venu au bord de l'eau, 2 animaux nous ont sauvés, l'épervier et le crocodile. C'est à cause de ces 2 animaux, nous, on est aujourd'hui à Ganvié. Et c'est des animaux sacrés pour nous. Et aujourd'hui, ça fait 3 siècles que vous êtes là. Depuis 1717, on est ici. 3 siècles et 7 ans.
le bâtiment qui est là, c'est la mosquée de Ganvié. Ici, on trouve toutes les religions. On trouve toutes les religions. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les pratiquants de vaudou, c'est-à-dire notre identité ancestrale. Les relations sont mixtes en fait. Hein, oui, donc un musulman peut épouser une chrétienne, vice-versa, pratiquant de vaudou, musulman. Donc les religions vivent en harmonie ici. Et là, on est devant... Il s'appelle roi Borobé. C'est lui le premier roi de Ganvié. Et lorsque vous regardez bien, il y a une canne où vous allez voir sur la canne un épervier. Autour de la canne, il y a le crocodile. Donc c'est les deux animaux totems. Oui, c'est les animaux totems qu'on ne mange pas. La clé, vous avez là une clé dans sa main. Ça symbolise l'ouverture sur une autre ère. Parce qu'on a quitté un endroit, on a retrouvé une autre ère. Théophile, j'ai adoré visiter ton village natal avec toi. Ça se voit, tu es un amoureux de ton village. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville de Ganvié? Vraiment, Ganvié, c'est un village à part. Et c'est un village, lorsque tu es là, il n'y a pas de pollution sonore, tout est calme. Et il y a de l'attractivité, il y a de l'eau qui, à chaque fois, ça donne de la fraîcheur. Et tu as envie de te baigner. Et chaque fois que je viens à Ganvié avec les touristes, j'ai l'impression que je vis toujours mon enfance. Et lorsque vous êtes ici, vous vous dites que, est-ce que les gens peuvent vivre dans ces conditions-là? L'idée première des gens, c'est que les gens sont misérables. Or, c'est le contraire. C'est les gens qui sont plus heureux dans la vie. À chaque fois, je retourne au village, je mange, je dors, je prends soin de moi, je vais voir des amis et on discute. On n'oublie pas là où on est originaire. Et c'est très important. Ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent jamais croire. Il faut qu'ils viennent voir. C'est l'objectif premier. Et justement, alors, il y a de plus en plus de touristes qui viennent ici. C'est important pour vous d'accueillir des gens qui viennent du monde entier, découvrir votre Venise de l'Afrique? Oui, tout à fait normal, puisque aujourd'hui, tel que le projet a été lancé, c'est de faire connaître le Bénin tout entier aux gens, aux visiteurs, et en particulier Ganvié. Ganvié aujourd'hui, même en Washington, les gens savent qu'il y a un village sur l'eau au Bénin. Alors si tu avais un mot, Théophile, pour définir ta ville de Ganvié, ce serait lequel? La tranquillité, l'authenticité. Ça fait deux mots. Un mot, la tranquillité. La tranquillité. Si tu avais un mot pour définir ton pays, le Bénin? L'hospitalité. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir ta ville de Ganvié avec ton hospitalité. J'ai vraiment adoré. Merci à toi. Merci Ivan. Je souhaite bon séjour au Bénin. Merci. Pour ceux qui vont venir plus tard, je vous souhaite soyez les bienvenus donc, au Bénin. Après une balade dans les rues bouillonnantes de la capitale économique Cotonou et une découverte de l'étonnante cité lacustre de Ganvié, j'avais envie de vous emmener dans une ville incontournable au Bénin. Cette ville, c'est Ouidah. C'est non seulement le berceau historique du vaudou, mais c'était aussi l'un des plus grands ports pour la traite négrière en Afrique. C'est sur ces côtes, qu'on appelle la côte des esclaves, qu'ont été emportés pendant des siècles des milliers d'Africains vers l'Amérique pour être vendus comme esclaves. Et pour me raconter cette histoire douloureuse, j'ai rendez-vous avec Sylvestre. C'est un historien, un spécialiste de la question. Il m'a donné rendez-vous dans un lieu emblématique de Ouidah, sur la route des esclaves. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers le Bénin continue. Sylvestre a consacré sa vie à la question de la traite négrière. Étudiant à l'université de Brest en France, il a rédigé pendant 5 ans une thèse qui fait autorité sur le sujet
en abordant les aspects patrimoniaux et touristiques liés à l'histoire de l'esclavage dans la ville de Ouidah. Il dirige depuis 2010 l'Institut de recherche L'Afrique décide, qui travaille sur des projets pour faire de l'éducation et du patrimoine culturel un vecteur de développement. Avec son équipe et le soutien de l'ambassade de France, il apporte son expertise pour le parcours mémoriel de la future cité-musée de Ouidah, qui va de la rénovation des forts dans le centre-ville à la création d'un vaste complexe touristique autour de la mémoire de l'esclavage. Cette cité fait partie des 5 projets initiés par le président du Bénin pour valoriser l'exceptionnel patrimoine culturel et historique de son pays. L'objectif est d'attirer des touristes du monde entier, que ce soit dans les palais des rois d'Abomey, le musée Toussaint l'Ouverture ou encore le musée de la civilisation vaudou. Une initiative unique en Afrique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Yvan, comment tu vas? Ça va, très heureux de te rencontrer. Sois la bienvenue à Ouidah. Je t'accueille à la porte de la ville de Ouidah. Et je te fais remarquer les poteaux qui sont enroulés de... Serpent. Du python. Du python. Donc le python, c'est un vaudou, un dieu. Il soutient la ville. D'accord. Et au-dessus, elle porte toute l'histoire de la ville de Ouidah. On a des tableaux sur la frise qui font le résumé de l'histoire de toute la ville. Le vaudou comme substrat patrimonial, la tolérance religieuse. On a donc la traite négrière, le retour des Afro-Brésiliens. On a l'ensemble de la ville à ce niveau-là. Oui, parce que Ouidah est connu pour être l'un des plus grands ports de la traite négrière. En effet, sur les presque 12 millions de départs qu'a connu l'Afrique, un peu moins de 2 millions auraient pris par ici. Ouais, presque 2 millions. Tu me racontes cette histoire? Je vais te la raconter. Et je vais te la raconter en commençant par la maison du Brésil. Il y a une maison du Brésil à Ouidah. Une maison du Brésil, je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien Yvan, sois la bienvenue à la maison du Brésil, à Ouidah. Casa do Brasil. Ouais, en réponse à la maison du Bénin à Bahia. Et c'est cela qui concrétise la longue histoire qui a lié les deux villes du point de vue de la traite négrière. Donc là, c'est vraiment, on est en plein dans l'histoire de l'esclavage. On est en plein dans l'histoire de la traite négrière transatlantique. Alors, Yvan, je te propose donc, de découvrir l'histoire de la ville de Ouidah du point de vue de la traite négrière à partir de cette carte-là. Alors pourquoi cette ville est devenue l'un des plus grands ports pour la traite négrière en Alors Afrique? cette ville, par rapport au territoire du Bénin précolonial, a été la première à avoir contact avec les Européens. Pour rappeler que les premières captures d'hommes ont été faites directement par les Européens au niveau des côtes. On descendait au niveau des côtes et on attrapait les populations qui y étaient. Et après cela, là où on va rencontrer des royaumes, on va commencer par négocier. Dans le cas de Ouidah, ça va se passer en 1580, où les premiers Européens, donc les Portugais, vont débarquer. D'accord? Ils vont faire des coopérations, je vais dire, de commerce avec le royaume. Il faut rappeler également à ce niveau-là que certains historiens pensent que c'était de bon gré que les royaumes africains participaient, mais d'autres pensent que ce n'était pas contrainte que cela arrivait. Dans tous les cas, on va finir par avoir des armées de royaumes africains aller capturer autour de leur territoire donc, des populations libres au départ, des princes, des rois, des agriculteurs, des fermiers, des éleveurs, des forgerons, des tisserands. On va les capturer, ils vont marcher depuis des centaines de kilomètres en direction de la côte. Arrivés à la côte, ils vont être répartis sur des places aux enchères. Il y en avait plusieurs. Et donc les Européens vont venir examiner les hommes, les captifs, les acheter et les ramener vers les forts, en attendant l'arrivée des navires. Okay. Après quelques mois passés dans les forts, lorsque les navires arrivent, on va donc partir des forts pour faire les 4 derniers kilomètres qui les séparent donc, de leur terre et en direction donc, de l'océan. Ces 4 derniers kilomètres devaient être assez terribles pour... Ça, c'est le dernier périple qui a été patrimonialisé et qui porte le nom de la route des esclaves, que nous préférons appeler route des captifs.
Et sur cette route, il y a un certain nombre de rituels, il y a un certain nombre de stations à respecter avant d'atteindre les navires, dont l'une des plus importantes que je voudrais te montrer, qui reste aujourd'hui emblématique du point de vue des questions de mémoire, c'est l'arbre du retour. L'arbre du retour. Oui. Tu m'amènes? Je t'amène voir l'arbre du retour. Là, on est dans le village de Zumbudji, le dernier établissement humain avant la plage, pendant la traite négrière. Donc on va être dans un village qui va abriter 3 éléments importants liés à la mémoire. On aura donc la case Zomaï. Zomaï, le feu n'y va pas, la lumière n'y va pas. C'est la case de l'obscurité où on va garder les esclaves quelques jours pour un peu les dérouter, un peu les désorienter. D'accord? Et à la sortie de cette case-là, il y en avait qui vont être très très faibles, il y en a qui vont être mourants, il y en a qui vont mourir. Et donc on les déposait dans une fosse commune. À la place de cette fosse commune, il y a aujourd'hui le mémorial de Zumbudji qui rappelle cette triste histoire. Et après cela, les plus résistants, ceux qui sont encore en force de continuer la route, vont venir ici pour faire 3 fois le tour de cet arbre-là. Cet arbre? Cet arbre-là, l'arbre du retour. Sylvestre, pourquoi il faisait 3 fois le tour de l'arbre? Ces 3 tours, oui, c'était pour fixer leur âme. Il faut le situer dans un arbre de résistance de la communauté vaudou qui ne pouvait pas véritablement réagir physiquement contre ce crime-là et qui imagine, d'accord, cet équipement cultuel qui va favoriser le retour de l'âme des déportés. D'accord. Et après le tour de l'arbre, ils vont prendre la route cap sur le bateau directement. Et cet arbre, c'est le même qu'il y a 3 siècles? C'est le même qu'il y a 3 siècles. Et pour la petite histoire, les habitants ont raconté qu'il arrive très fréquemment la nuit, ils attendent des pas, des bruits de chaînes, ils attendent des lamentations. Donc on a l'impression que le territoire, les murs, les arbres, le sol se sont imprégnés de la douleur de ces captifs. Alors on est sur l'un des lieux les plus emblématiques. Oui, on est sur la dernière station. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de port, il n'y avait pas de quai. Les bateaux restaient au large et de petites embarcations prenaient par petits lots les captifs de la plage vers les navires négriers. Aujourd'hui, c'est important pour le Bénin de renouer avec les Amériques, là où sont partis tous ces captifs ici du Bénin. Oui. Alors, on a parlé quelques minutes plus tôt de l'arbre du retour qui devrait assurer un retour spirituel. Mais actuellement, le Bénin va plus loin. On voudrait assurer un retour physique. On voulait assurer un retour présentiel. Et donc, le gouvernement a promulgué une loi depuis septembre dernier qui accorde la nationalité à tout afro-descendant qui l'exprimerait, qui le demanderait, avec des conditions qui sont fixées bien sûr par la loi, prouver qu'on est parti de l'autre côté du fait de la traite négrière, et puis on peut avoir la nationalité. Ça, c'est important. Ça devait être suivi par tous les autres pays africains, parce que la traite négrière a été un crime de l'humanité qui a concerné toutes les parties du monde, en fait. On traverse la porte? Ouais, on peut. On la traverse en homme libre. Et on a de la chance. On a de la chance. On se met ici, Sylvestre, sur cette pirogue? Sur cette pirogue, ouais. Une pirogue qui ressemble, j'imagine, beaucoup à celle qui emmenait les esclaves vers le large? Mais beaucoup plus grande celle-ci, parce que quand on lit les écrits, c'est 8-10 personnes. Là, c'est une pirogue de pêche, quoi. C'est plus grand, beaucoup plus grand. Qu'est-ce que tu ressens, Sylvestre, quand tu viens ici, toi personnellement, quand tu regardes cette mer en face de toi qui a emporté autant de tes ancêtres? Eh bien, quand on revient ici, quand on sort de la peau de l'historien, c'est une grosse tristesse. Une tristesse très profonde.
Parce qu'on parle de traite négrière transatlantique, on aurait pu parler de crime négrière transatlantique. C'est un crime. Quand on va dans des villages qui vivent paisiblement, avec des gens valides, des gens qui travaillent, des femmes, des enfants, et quand on va les arracher, leur faire la guerre, détruire les cases, prendre les garçons, prendre les filles, prendre les hommes, les vieillards, et quand on met à sac des communautés de ce genre-là, quand on les traite comme des bêtes de somme, quand on les traque, et quand on traverse l'Atlantique, quand on en jette à la mer, quand on les nourrit comme des animaux, et quand on les transforme là-bas en des bêtes à tout faire, c'est de la tristesse, une grosse tristesse. C'est pour ça que tu as consacré ta vie à faire revivre cette mémoire? C'est aussi ça, Je pense que le crime va se commettre une deuxième fois si on oublie cette histoire-là. Et la seule façon de ne pas oublier, c'est déjà de la connaître. Et pour la connaître, il faut la documenter. C'est pour ça que le Bénin, aujourd'hui, fait tout pour faire venir ici à la fois des afro-descendants, mais aussi des gens qui ne connaissent pas forcément cette histoire et qui veulent la découvrir. Oui, c'était le Bénin s'est assigné cela comme devoir. Et pour le faire, il faut matérialiser les lieux de mémoire. Et donc il y a tout un programme gouvernemental de développement d'infrastructures, de musées, de routes patrimoniales, etc. pour rappeler cette histoire et contenter une population qui n'attend que des actions qui arrêtent l'oubli et qui font venir les autres. Alors si tu avais un mot, Sylvestre, pour définir ta ville de Ouida, ce serait lequel? Mémoire. Mémoire pour ne pas oublier ceux qui ont vécu ça. Merci beaucoup, Sylvestre, pour cette découverte avec toi de Ouida, de cette mémoire de l'esclavage et puis de m'avoir amené ici devant un lieu si symbolique. Merci à toi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. À Ouida, qui est aussi connue pour être la capitale mondiale du vaudou, il y a un lieu incontournable, la Fondation Zinzou. Cette fondation privée, créée il y a 20 ans, est dédiée à l'art contemporain africain, avec pour mission de le rendre accessible au plus grand nombre. C'est donc bien plus qu'un musée d'art contemporain installé au cœur de Ouida que souhaite nous faire découvrir Alima, sa directrice. Bonjour, soyez les bienvenus à la Fondation Zinzou. Je vous emmène découvrir notre musée d'art contemporain. On est dans la villa Adjavon. C'est une villa qui date de 1922. Monsieur Adjavon était donc un riche négociant qui vendait essentiellement des palmiers à huile. La maison a été choisie parce qu'elle est dans le droit fil de notre histoire. C'est une architecture afro-brésilienne qui évoque le retour des nôtres qui étaient partis et sont revenus au pays. Plutôt que d'en parler longuement ici, je propose de vous faire découvrir directement le musée. Ce musée nous permet de montrer la collection, mais de montrer aussi toute la production issue des résidences avec les artistes. Nous sommes ouverts à tous. Nous accueillons essentiellement des enfants que nous allons chercher. Ils constituent 80% de notre public, mais nous accueillons absolument tout le monde. Nos activités sont gratuites d'accès, notamment les expositions, mais également ce que nous offrons en termes de médiation. Tout est gratuit. À quelques kilomètres du musée, la Fondation Zinzou a depuis 10 ans investi un lieu étonnant. Nous sommes au jardin d'essai de la Fondation Zinzou, un espace que nous investissons maintenant depuis quasiment 10 ans pour mettre en avant aussi bien l'art contemporain que la biodiversité. C'est un espace que nous travaillons de plus en plus pour pouvoir partager avec notre public et nous invitons également nos artistes en résidence à travailler sur ce lieu et nous permettre de montrer directement. Actuellement, nous accueillons Pauline Guerrier, une artiste française qui est venue travailler autour de la céramique de Sey, une argile que nous-mêmes investissons au sein du jardin pour soutenir les dames qui travaillent cette céramique à Sey. Nous espérons en tout cas pouvoir conserver une partie des œuvres au sein du jardin. Si on remonte un tout petit peu historiquement, on est l'un des rares royaumes en Afrique, et je pense peut-être dans le monde entier, où l'art contemporain avait déjà une habitude d'être montré aux populations. Suite à la colonisation, c'est une habitude qui s'est perdue, mais nous avons toujours eu des artistes. Donc pouvoir montrer ce qu'ils font, c'est aussi partager leur manière de penser, notre quotidien, notre contemporanéité et notre futur. On va quitter Ouida. Je vous amène dans le nord du Bénin, à Parakou.
je vais retrouver là-bas Médard avec son association. Ils ont créé un bus numérique pour développer des innovations technologiques dans toute la région. Allez, c'est parti pour 8 heures de route. Pour rejoindre Parakou par la route, il faut donc 8 heures. Je profite de ce long voyage pour faire une halte à Abomey, la capitale historique de l'ancien royaume du Dahomey pendant 300 ans jusqu'à la fin du 19e siècle. Cette ville a gardé de cette époque un ensemble de palais royaux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Leur restauration et la création d'un musée de l'épopée des Amazones font partie du vaste projet de développement touristique du Bénin. Devant les murs du palais, j'en profite pour faire une petite partie de pétanque avec des passionnés bien plus doués que moi. Bravo, t'es trop fort. Au Bénin, il y a des lieux qui favorisent la créativité comme le Fab Lab de Parakou et il y a des voix, sources de motivation comme celle de Médard. C'est cette motivation qu'il transmet à ses femmes entrepreneurs, l'audace en plus. Je suis une championne. Je suis une championne. Car de l'audace, Médard en a à revendre. Lui qui a créé à Cotonou l'école 229, en référence à l'indicatif téléphonique du Bénin, un lieu qui offre des formations pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en décrochage scolaire et la création de projets d'entreprise. Dans le Fab Lab de Parakou, Médard et son équipe ont aussi créé toutes les conditions pour que les jeunes réussissent leurs projets, et notamment dans le numérique, en mettant à disposition des équipements techniques de pointe. Mais Médard veut aller plus loin. Il souhaite apporter directement le numérique aux élèves du Bénin. Et pour cela, il a créé un bus unique au Bénin, en Afrique et dans le monde, le Blobus. Salut Médard. Salut Ivan, ça va? Ça va? Bah, super. La route a été bonne, j'espère? Très belle route. Super. Bienvenue à Parakou, bienvenue dans la cité des Kobrou. La belle ville, ouais. La cité des Kobrou. C'est ça. Quand je suis arrivé là, je l'ai vu de loin, le bus il est magnifique. Ben, merci beaucoup. Effectivement, c'est un bus numérique comme tu le vois là, et avec tout un équipement à l'intérieur et tout un dimensionnement justement pour faciliter l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Blo, Blolab, Blobus? Ben, d'abord, Blo, ça veut dire fer en fond. D'accord. Le fond, c'est la langue la plus parlée au Bénin. Donc c'est un bus du fer. Donc c'est un bus dans lequel, en fait, quand tu entres, tu le fais malgré toi et tu apprends et tu montes en compétence. Et tu as envie de faire. Tu as envie de faire. Bon, tu sais là, j'ai très envie de voir comment c'est à l'intérieur. Tu me montres? Ben, je te montre avec grand plaisir. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Yvonne, je te présente Marie. Bonjour. Marie est accessoirement conductrice dans Blobus. Elle est surtout en fait animatrice. D'accord. Enchantée Marie. Enchantée. Je te présente Blobus. Ah, c'est incroyable Médard. Je ne m'attendais pas à un aménagement comme ça. Voilà, donc Blobus c'est 3 zones. Donc c'est une première zone en fait qui est une classe numérique. Donc une vingtaine de places assises pour pouvoir former en fait les enfants aux outils numériques. Et donc vous avez ici en fait une petite bibliothèque donc, avec des ouvrages à l'intérieur pour pouvoir contribuer à la formation des enfants, surtout dans les écoles. D'accord. Et la deuxième zone de notre bus, c'est un espace en fait de coworking et d'intelligence collective, donc avec 8 places assises. Et l'objectif, c'est de former les jeunes en fait sur les outils numériques, surtout les jeunes entrepreneurs. Alors ce qui est incroyable, Médard, c'est quand on est dans le bus, il fait très frais, il y a même une climatisation. Comment ça marche? Oui, donc nous avons un dispositif en fait de climatisation et donc lui-même qui est sur les panneaux solaires. Donc tout en haut du toit du bus, il y a des panneaux solaires? Oui, il y a une dizaine de panneaux solaires sur le bus et donc qui alimentent en fait intégralement l'ensemble des machines que nous avons à l'intérieur. Il fallait vraiment penser à tout. Combien de temps tu as mis pour créer ce bus? On a ce projet depuis disons 7-8 ans, mais on a pris à peu près 1 an pour le réaliser et donc pour associer d'abord pour le concevoir. Parce qu'au début, ce n'était pas gagné d'avance. Hein. On a l'ensemble des intervenants, l'ensemble des techniciens qui ont travaillé. Il fallait les convaincre parce que j'imagine que c'est un projet un peu fou comme ça. Ça n'a pas été facile au départ de les convaincre. C'est ça, parce qu'eux tous se disaient que ce n'était pas possible, mais on leur a dit que la chose était possible et qu'il fallait absolument qu'on le fasse parce qu'on doit pouvoir atteindre les objectifs et aller vers les jeunes. Je trouve ça génial. Mais tu as fait ça tout seul ou tu as trouvé des partenaires? Ce projet en fait a été financé en grande partie par nous-mêmes. Mais on a trouvé des partenaires justement qui ont contribué en fait à la raison de tout ça. Très envie de voir comment ça marche. Avec un public, tu m'amènes où? Je t'amène dans une école primaire à Parakou ici, où les apprenants, les enseignants nous attendent pour qu'on procède justement à une journée de formation. Bah c'est parti, avec le Blobus. C'est parti. On y va?
Ça va, Marie? Oui, ça va. Ça va. Bonjour les enfants. Ben, bonjour les amis. Ok, moi c'est Marie Auxiliatrice d'Assivera. Vous pouvez m'appeler Tata Marie. Mais dans ce bus-là, vous allez apprendre à utiliser un ordinateur. C'est bon? Oui. Ok, donc on y va. On va commencer par vous. Vous allez rentrer. Bon, ok. Qui sait comment on allume un ordinateur? Si. Bien. Oui. Pour allumer l'ordinateur, on appuie sur ce qu'on appelle le bouton d'allumage. Répétez après moi. Bouton d'allumage. Très bien. Faites un banc pour vous. Faites un banc pour vous. Très bien, ça marche. Donc, appuyez sur le bouton d'allumage. Le bouton d'allumage. Le bouton d'allumage. C'est le bouton, il y a un petit point blanc dessus. Oui. C'est bon? Oui. Une seule fois. Marie, les enfants, ils ont l'air très motivés. C'est toujours comme ça? La majeure partie du temps, quand on est avec eux, ils sont intéressés par ce qu'ils voient. Pour certains, c'est la première fois qu'ils découvrent. Pour d'autres, ils ont entendu vaguement parler d'applications qui les aident à créer des jeux. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils emportent avec eux quand ils quittent le Blobus? Déjà, là, qu'ils puissent avoir un sens un peu plus élargi de ce qu'ils voient. Ils jouent aux jeux sur des portables, des ordinateurs, mais ils ne savent pas forcément tout le processus qu'il y a derrière. Mais c'est pour qu'ils puissent déjà savoir à la fin de cet atelier, ok, tel jeu, moi-même je pourrais le créer avec un peu d'imagination, je pourrais choisir des personnages, le mettre en mouvement, ou bien écrire des codes pour pouvoir créer des jeux de calcul, d'orthographe et autres. Salut les filles, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tena Kouna. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Je vais être une ordinatrice. Une ordinatrice? Pas mal. Oh là là, tous ces enfants! Franchement, quel succès ce bus numérique. Ben écoute, un engouement énorme, une motivation dingue. Médard, pourquoi tu t'engages depuis plusieurs années à amener l'informatique au plus près des populations comme dans ces écoles? D'abord, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Et moi, je n'ai pas forcément eu cette chance-là comme beaucoup de nos aînés. Et aujourd'hui, le numérique, c'est un vent qui essaie d'emporter tout sur son passage. Il faut saisir cette occasion-là pour initier les jeunes dès maintenant à ça et non attendre demain, parce que demain, ça sera peut-être trop tard. Mais bravo pour tout ce que tu fais. J'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivan. Le blocus, c'est... Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie à travers le Bénin vous a donné envie de visiter ce pays qui cherche à s'ouvrir aux francophones du monde entier. C'est en effet une chance pour nous francophones de pouvoir découvrir partout ce pays en français grâce à des Béninoises et des Béninois qui vous accueillent toujours avec beaucoup de gentillesse et une extrême politesse pour vous présenter leur pays attachant et parfois mystérieux. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut! Retrouvez votre programme sur l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com.